Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dominicale. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité politique de premier plan au Bénin, un acteur clé de la gouvernance actuelle, M. Janvier Yawédéou, coordonnateur des ministres conseillers auprès du président de la République. Il occupe une fonction stratégique au cœur de l'action gouvernementale. Homme politique expérimenté, ancien député à l'Assemblée nationale, il a une longue carrière politique et est connu pour son engagement envers le développement de notre pays, mais aussi sa passion pour la lutte contre la corruption et la malgouvernance. C'est pourquoi au cours de ces 60 minutes de discussion, nous aborderons avec lui un gros dossier qui semble passer aux oubliettes. Il s'agit entre autres du dossier Sensad, de l'avion présidentiel, pour ne citer que ces dossiers, des dossiers sur lesquels il détient une mine d'informations qu'il a bien voulu partager avec nous sur cette émission. Mais avant tout cela, nous irons sur le terrain du social, avec à la clé les grandes réalisations faites par le régime Talon dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Monsieur Janvier Yawédéou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs. Heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, le temps des questions, je vais le partager avec mon collègue Eric Guédino. Eric, bonjour. Bonjour Franck Aounou, bonjour monsieur le coordonnateur et merci d'être avec nous ce matin. Nous allons évoquer plusieurs sujets tout au long de cette émission, mais avant nous allons commencer par votre tournée dans le département des collines. Vous avez visité un certain nombre d'infrastructures, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Arrivé sur le site du barrage d'Ayodjoka, vous avez qualifié cette infrastructure d'un miracle. C'est pas trop exagéré? Non, pas du tout. J'ai parlé de miracle parce que avoir de l'eau dans les collines, c'est compliqué. Parce que les collines se trouvent dans une zone rocheuse, alors que dans des zones comme Cotonou, le Zou et autres, c'est des zones sédimentaires. Donc, lorsque vous faites le forage, vous arrivez à atteindre la nappe phréatique, vous avez l'eau et c'est fini. C'est un peu comme l'eau d'une piscine. Donc, vous pompez, ça continue de venir. Par contre, lorsque vous arrivez à trouver l'eau dans les collines, c'est exactement comme de l'eau que vous allez trouver dans une bassine ou bien dans un seau. Lorsque vous finissez de pomper cette eau, ça ne revient pas, ou ça revient tellement longtemps que vous pouvez, malgré votre forage, vous pouvez ne plus avoir l'eau pendant un bon moment. Alors, face à cette situation, c'était presque impossible d'avoir de l'eau qui coule à flot dans les robinets, dans les collines. Et c'est pour ça que la gouvernance passée avait trouvé que cela relèverait du miracle que de produire de l'eau dans les collines. Et comme on dit dans notre jargon courant, pour eux, c'est tout comme si on donne pour calculer la superficie d'un cercle, on leur a donné le diamètre, mais ils sont incapables de trouver la superficie parce qu'ils n'ont pas le rayon. Alors, la date populaire dit il y a un diamètre, il y a un rayon. Solution impossible. Alors, voilà que la solution impossible a été rendue possible par la gouvernance actuelle du président Talon. Qu'est-ce que le président Talon a eu à faire d'extraordinaire? Oui. Il dit, bon, c'est quoi l'eau potable? C'est quoi la nappe phréatique? C'est l'eau de pluie que nous avons sur Terre qui s'infiltre dans le sous-sol et finit par atteindre un niveau où, soit à cause de l'argile, soit à cause qui ne peut plus aller plus loin, et de fait d'avoir traversé cette étape, devient de l'eau potable. Alors, si à cause des roches, on ne peut pas aller et chercher l'eau en bas, pourquoi ne pas récupérer l'eau qui est déjà en surface et la rendre potable? Il y a aujourd'hui beaucoup de techniques pour régler ce problème. Et il y a le niveau donc du captage de l'eau.
On capte l'eau. Ceci se fait avec les stations de pompage 1 et 2 à Savet. Une fois que l'eau est captée, on fait ce qu'on appelle le pré-traitement. Lorsque vous arrivez à cette étape, vous finissez de faire le pré-traitement, un peu comme l'eau à la maison, quand on finit de faire, on peut faire ce qu'on appelle la décantation ou la sédimentation. Vous laissez l'eau pure vers le haut et les déchets vers le bas. C'est exactement cela. Et après, il y a l'étape donc de coagulation. Lorsque vous finissez ces étapes-là, il faut maintenant filtrer l'eau. Après le filtrage, ce que nous avons vu à Gobé, après le filtrage, il faut désinfecter. Lorsque vous finissez ces étapes-là, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à stocker et à distribuer. Et c'est le génie dont a fait preuve le président Talon, son gouvernement et les experts pour transformer donc de l'eau brute qui est extraite d'un affluent du fleuve Ouémé et conservée dans un barrage. C'est ça le nom, barrage donc Taï Djoko. Et à partir de ce barrage, on arrive maintenant à faire à Gobé. Donc Gobé, c'est un centre industriel. Alors là, c'est fou. Et on a vérifié, on a suivi toutes ces étapes-là jusqu'à voir l'eau que nous avons consommée. Et aujourd'hui, l'eau gicle des robinets d'Assa, de Savet, de Glazoué et environ. Et là, ce n'est que une production de 2 millions de mètres cubes. Il y a un autre barrage qui est presque achevé, qui est en cours de finition, qu'on appelle barrage de Lifo. Ce barrage est encore plus grand, qui fait pratiquement 12 millions de mètres cubes et qui est destiné à venir renforcer le barrage de Daïdjoko. Et avec ça, actuellement, le centre de Gobé fournit à peu près 1500 mètres cubes d'eau par heure. Lorsqu'on va finir avec l'IFO, on va passer à 2600 mètres cubes d'eau. Et du coup, il y aura tellement d'eau que nous pourrons satisfaire même des villes qui en ont déjà, comme Savalou, renforcer Banté et Ouessé en cours de chantier, renforcer Ouessé. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que le problème d'eau dans les collines, c'est réglé. Définitivement. Définitivement. Tous les ménages ont de l'eau dans les collines. C'est à peu près ce qu'on peut dire. Vous savez, moi, j'ai été particulièrement séduit parce que j'ai vécu dans les collines. Gamin, pour avoir de l'eau, même pour se laver, et on mesure selon ta taille, on voit à peu près quelle quantité d'eau il te faut pour te laver. C'était aussi dur que ça. Et l'eau potable, on allait chercher ça à 6 km, faire l'aller-retour, et c'était pénible. Et c'est pénible. Et voilà ce que le gouvernement a fait. Je me demande, c'est du génie, c'est très beau. Et certainement que ceci va être implanté dans plusieurs autres localités de chez nous, où on a encore quelques soucis d'eau. Pour l'instant, vous savez, en 2016, lorsque le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris le pouvoir, la couverture en adduction d'eau dans les zones rurales était à peu près à 42%. L'équivalent, donc, c'était à peu près 373 villages. Et ça, c'est ce qui a été fait pendant 56 ans, de 1960 à 2016. Le président Talon, aujourd'hui, a réussi à porter ce chiffre à 800. En 8 ans. Et vous savez, c'est assez pénible lorsqu'on se rappelle de tout ça. D'où venons-nous? D'où venons-nous?
selon les statistiques et les évaluations, donc de 42%, on est passé déjà à au-delà de 82%. Donc, et 40% de plus en 8 ans. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du Il territoire. y a un collègue, lors de discussions sur ce même plateau, a dit que les chiffres ne valent que ce qu'ils valent. Comment est-ce qu'on peut vérifier tout cela sur le terrain, monsieur le ministre? Mais c'est très simple. Prenez, vous savez, prenons le cas spécifique des collines. Calculons le nombre de villages qu'il y a dans les collines. C'est un exemple simple. Il y a différentes structures chargées de ça au niveau donc des mairies. Poser la question par préfet, par maire, dire combien de villages il y a chez toi, dans quels sont les villages qui n'ont pas d'eau. Et vous faites le calcul, c'est très simple. Alors, vous avez abordé la question des travaux à l'IFO qui vont renforcer ceux de Aye Dioko. Mais on parle de l'eau dans une zone un peu éloignée des centres urbains. L'eau manque à Akwakwa, monsieur le ministre. Pourquoi vous avez débauché autant d'énergie dans les collines et dans un centre urbain comme Akwakwa? On n'a pas de l'eau depuis des années. Les populations en souffrent et en parlent, mais la solution n'est toujours pas venue. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, vous savez, je vais d'abord vous répondre par rapport aux résultats et vous dire le pourquoi. Le problème d'eau à Akwakwa va être réglé. C'est même en train d'être réglé. Dans 3 mois, ce problème va être conjugué au passé. Parce que on est en train de capter de l'eau depuis Adjara pour être traité à PK18. C'est en cours. Donc, d'ici à fin juin 2025, le problème d'eau à Akwakwa va être réglé. Mais pourquoi est-ce que le point se pose aujourd'hui? Je dirais que simplement que c'est un problème de gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Vous savez, Cotonou est desservi par le château de Vedoko. Et Cotonou se résumait à quelle superficie? À la construction de ce château. Cotonou, ça part de Ganri, à Papa, Saint-Cécile un peu, si quelqu'un dit Bégamin. Voilà Cotonou. Au moment de la construction donc du château d'eau. Vous devinez le nombre qu'on était à Cotonou. C'était si petit. Par exemple, avant, quand nous on était petits, le mot taxi n'existait pas. On disait Bégamin. Lorsque vous voyez un taxi circuler, vous avez envie de l'arrêter, vous dites Bégamin. Parce que tous les taxis stationnaient à Bégamin. Vous dites Bégamin, le véhicule s'arrête. Voilà Cotonou. Voilà l'histoire de Cotonou. L'étoile rouge n'existait pas. C'était un bas-fond. Les zones comme Vedoko, Zobo, on ne peut pas y aller. C'est des marécages. Et depuis ce temps, nos gouvernants n'ont pas eu l'intelligence d'estimer, vu que comment la ville s'agrandissait, ils n'ont pas eu l'intelligence d'imaginer ce que le président Talon est en train de faire. Du coup, l'eau de Vedoko qui est pompée depuis Calavi, ils ne sont pas prendre de l'eau, faire le forage à Cotonou à cause de la mer, l'eau va être salée. Donc on va chercher l'eau depuis Calavi. On l'amène à Vedoko. Et de Vedoko, on distribue. Maintenant, le débit est devenu trop faible. Et le besoin en débit, rien que pour Akwakwa, démontre un déficit de près de 1300 mètres cubes heure. Au-delà de ça, il y a eu le phénomène, comme les gens ne voyaient plus l'eau gicler correctement des robinets, nous avons commencé par installer ce qu'on appelle les suppresseurs. Donc, pour avoir l'eau, avec des états qui se construisent, les gens ne prennent pas soin d'envoyer l'eau dans des tanks et mettre le suppresseur après le tank, mais
ils mettent le suppresseur juste à côté de l'arrivée Soneb. Du coup, ce phénomène généralisé fait que la pression d'eau n'arrive plus à aller loin. Même au 4e étage, c'est difficile d'avoir de l'eau. Et donc, du coup, Akpakpa a des problèmes. Et c'est ça qui est en train d'être réglé. Et définitivement, puisqu'il y aura donc le centre de PK18 qui va être fonctionnel sous peu. Donc c'est juste une affaire de moi. En tout cas, vous reprochez aux gouvernances antérieures ce défaut d'ambition dans le choix et les options pour que l'eau potable puisse justement être disponible même dans l'avenir. Mais est-ce que ce qui se fait aujourd'hui pour ne pas reprendre les mêmes erreurs tient compte de cette réalité? Après la gouvernance Patrice Talon, Cotonou est appelé encore à s'agrandir, Parakou, nos villes vont s'agrandir. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de préparer aussi pour anticiper sur les besoins de demain? Vous savez, ça, vous n'avez pas constaté que tout Cotonou est en chantier. C'est vrai que c'est gênant aujourd'hui de rouler à Cotonou. Très gênant alors. Très gênant. Mais c'est parce que vous empruntez une rue aujourd'hui, le lendemain. Le lendemain. Et c'est oui. Et parfois, les populations ne comprennent pas. C'est pour préparer demain. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Ce qui va se passer, le Bénin, dans 30 ans, le président Talon l'a déjà pensé. C'est pour ça que nous sommes en chantier. Cotonou et pas mal de villes au Bénin, on est en chantier. Donc, cette vision du futur, c'est ça ce qui nous a manqué pendant longtemps. On vient, tout ce que nous savons, c'est surfacturer, c'est piller, s'en aller. Vous savez, si depuis 1960, les gouvernements qui se sont succédés avaient cet esprit de développement, on ressentirait, le peuple béninois ne ressentirait pas de façon aussi dure la gouvernance Talon. C'est parce que rien n'était fait. Et ce que les autres ont été incapables de faire pendant 56 ans, le monsieur est en train de tenter de rattraper le temps perdu. Du coup, on est essoufflé. On est essoufflé, on râle. Mais c'est une cause de fond. Oui, c'est une cause de fond. Mais à un moment donné, lorsque vous êtes chef d'État et que vous avez du souci du développement pour votre pays, c'est important de lui insuffler un coup d'accélérateur et pour gagner un peu de temps quand même. On connaît votre perspicacité. Quand vous étiez en mode observateur, vous aviez la même lecture que ce que vous dites là depuis que vous êtes nommé ministre conseiller, ensuite coordonnateur du collège des ministres conseillers. C'est la même lecture que vous en faites depuis? Bien sûr que c'est la même lecture. Depuis le début, vous savez, on ne peut que soutenir ce qui est bon. On ne peut que soutenir ce qui est bon. Je vous dis, ce n'est pas parce que moi-même, je souffre des difficultés. Tout le monde en souffre. Mais malgré ça, il faut soutenir. Parce que les individus vont passer, mais le Bénin doit rester. Absolument. Monsieur le coordonnateur, le problème de l'eau est assez important. Et ce n'est pas seulement le département des collines. C'est vrai que dans les collines, le problème est particulier. Vous avez raconté l'histoire que nous connaissons tous. C'était hyper compliqué pour les populations de trouver de l'eau. Mais nous avons aussi cette même situation dans le nord du pays, à Malanville, à Karimama, dans bien d'autres localités, dans la Tapora aussi, où même la situation géographique est pareille par rapport aux collines. Est-ce qu'on est en train de penser aussi trouver une solution de côté? Oui, bien sûr. Vous savez, nous avons mis les projecteurs sur Aïdjoko parce que c'était un choix, c'est tombé comme ça. On voulait profiter donc de la journée mondiale de l'eau pour mettre le projecteur sur ça, puisque la gouvernance Talon s'est spécialisée dans travailler et ne pas en parler. Le principe de travail, ne pas en parler, ça vous permet d'aller vite et sans vous soucier. Mais le problème, c'est que les populations ne savent pas. On doit faire l'effort de faire connaître quand même ce qui est en train de se faire. Et
même si ce n'est pas des ouvrages d'envergure comme à Edjoko, des forages, il y en a suffisamment. Je vous ai parlé des taux. Les 22% de couverture actuelle, ça ne vient pas du néant. Ça y compris les barrages, les forages. Oui, bien sûr. L'extension de la SONEB, c'est tout ça que vous mettez dans les 82%. Mais pas en zone, je parle des zones rurales. D'accord. En zone urbaine, le problème se règle au fur et à mesure. C'est le cas de Akpakpa, etc., où ça se règle. D'accord. Monsieur le ministre, puisqu'on parle de l'eau, nous allons glisser sur le terrain de l'énergie. Au niveau des barrages, on a besoin d'énergie pour pomper l'eau et tout. Ces ouvrages dont on parlait tantôt vont fonctionner grâce à l'énergie. Où en est le Bénin à la date d'aujourd'hui en termes de production d'énergie, de l'autosuffisance en matière d'énergie? Parce que plusieurs années durant, on a chanté cela. Nous allons travailler à produire nous-mêmes l'énergie, à même en revendre aux pays de la sous-région qui en manquent. Mais on est toujours... où est-ce qu'on en est? Dites-nous tout. Vous savez, le problème de la production de l'énergie au Bénin est en train d'être conjugué au passé aussi. Votre question m'amène à vous dire un peu ce qui s'est passé. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Je me rappelle en 1998, le Bénin connaissait parfois 3-4 jours de délestage. Donc les usines ne fonctionnaient pas. Les soudeurs ne peuvent pas travailler, etc., etc. Et en avril 1998, le gouvernement a décidé de passer aux choses sérieuses. Et il a été décidé de tout faire pour que, selon les déclarations du ministre qui nous vient à la télé, dit, bon, Béninois, calmez-vous. Il y avait une Coupe du Monde, je crois la Coupe du Monde 98 en France. Vous aurez de l'énergie, vous aurez du courant pour regarder les matchs. C'est-à-dire, ce ministre ne vient pas nous parler vous aurez de l'énergie pour tourner vos usines, que le soudeur puisse travailler, non. C'est pour regarder les matchs, qui vient gaillardement à la télé, nous avançons ça. Ah, de toute façon, nous étions contents au moins d'apprendre qu'on a... Bon, donc on se disait qu'on a des chances d'avoir le courant de toute façon. Et ils ont décaissé 4 milliards pour aller acheter 16 groupes électrogènes de 500 kVA. Ils ont distribué un groupe par quartier, je dis quartier, par arrondissement dans Cotonou. Les 3 étaient réservés pour soutenir les pompages d'eau, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend? En fait, les 16 groupes électrogènes achetés étaient de vieux groupes repeints. Comment vous l'avez su? Mais lorsque les groupes ne fonctionnaient pas, ou ça a commencé par griller les équipements dans les maisons, nous avons commencé, le peuple a commencé par crier. Et il y a un expert, c'était l'expert Chamboydou, qui a été commis pour aller vérifier les groupes et qui a déclaré donc, que c'était des groupes usagers repeints. On a dû recourir par la suite à des locations de groupes auprès de Agrico. Vous devez vous souvenir de ça. Voilà des situations douloureuses et on a du mal à en parler. En 2007, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans un autre régime. Il y a eu ce qu'on a appelé le Forum économique Bénin-Nigeria et au cours des préparatifs, des accords ont été conclus et au lieu que ce soit le Bénin et le Nigeria, ça s'est élargi au Togo et au Ghana. Et je crois le 13 février, oui c'était ça, le 13 février 2007, on a pu mettre en place une interconnexion entre la CEB et la NEPA, qui est devenue TCN. On a fait l'inauguration, les 4 chefs d'État étaient là, à Sakété. Donc le courant produit
par le Nigeria peut aller facilement vers le Ghana et vice-versa en passant par le Bénin et le Togo. C'était très bien. Et au cours de cet accord, le président Yayi Boni, qui était très proche du président nigérien Obasanjo, a pu conclure un accord qui permettait donc au Nigeria de fournir autour de 80 MW d'énergie au Bénin. À l'époque, on avait le besoin en énergie était un peu moins de 200 mégas. Donc le fait il y avait la centrale d'Apapa qui fournissait autour de 16 mégas. En temps, il y a une partie de grillé, ça ne pouvait fournir que 4 mégas. Et le reste, selon le niveau d'eau au Ghana, à Kosombo, on en recevait. En temps, il y a eu la construction donc, du barrage de Nangbeto, qui produisait autour de 20 mégawatts. Et on se partageait entre le Togo et le Bénin. Bref, les 80 mégawatts que nous recevions du Nigeria, c'était un boom au cœur. Et on avait commencé par sentir qu'il y avait de moins en moins de délestage. Il se trouve que le président Obasanjo est parti. Il a été remplacé par Yar'Adua. Yayi Boni n'avait pas les mêmes relations avec ce nouveau président qui, du jour au lendemain, décide de couper le courant au Bénin. Parce que le Nigeria a ses propres problèmes d'énergie. Et c'est comme ça que de 80 MHz, d'abord on s'est retrouvé en une nuit. On s'est retrouvé à 40 et quelques jours plus tard à 0. Panique générale. Le président Yayi Boni décide de dire, bon, il faut penser à notre indépendance en matière d'énergie. Très belle décision. C'est ça l'histoire de Maria Gleta. Et il a été dit qu'on allait acheter donc des turbines. On a acheté des turbines, enfin, théoriquement. C'était des LM 1500. Pourquoi théoriquement? Je vais m'expliquer. C'était des LM 1500 de General Electric. Et pour combler donc le besoin des 80 mégas, nous avons acheté 8 turbines de 10 mégawatts. Donc, ce modèle de les LM 1500, ça a été fabriqué en 1960. C'est ça que nous sommes partis acheter en 2007. Pardon, 2009. Et, chemin faisant, la production, le coût de production de l'électricité avec cette turbine-là, c'était de l'ordre de 280 francs. Production. Ça veut dire que à la consommation, on ne pouvait acheter ça, on ne pouvait pas acheter ça à moins de 350 francs, alors que à l'époque, le prix du kilowattheure pour le consommateur final était de l'ordre de 105 francs. Chemin faisant, on a découvert qu'en réalité, ce que nous avons acheté, ce n'était même pas les LM 1500. Ce que nous avons acheté, c'était plutôt des moteurs de vieux avions qui ont fait la guerre en 1940. Mais ça vous arrache également le sourire. Comment vous avez su tout cela? Laissez-moi finir. Oui. Donc, c'est plutôt des moteurs, je crois, ils appellent ça des J18, je crois, qu'ils ont mis dans les LM 1500 pour faire croire que c'était des LM 1500. Sachant que les LM 1500 étaient déjà très mauvais. Et nous les avons acquis à 40... ça tournait à faire de Maria Gleta, de Yayi Boni, c'était autour de 45 milliards. Or, vous devez vous demander, mais ça coûtait combien en réalité les LM 1500? Je ne parle même pas du trucage. Le prix réel d'abord. Le prix réel d'abord. C'est de l'ordre de $1 million. Qui équivaut à? $1 million, bon, ça fait 600 millions. Fois 8, ça fait 4 milliards et quelques. Mais Yayi Boni a choisi de décaisser 45 milliards.
Et pour vous édifier, au moment où on parlait de LM 1500 de General Electric, il existait déjà des modèles modernes. Exemple, les LM 6000. Les LM 6000, ça a été créé en 1995. Et une seule turbine pouvait fournir autour de 43 mégas d'énergie. Donc, il suffit d'en prendre 2 et le problème de 80 mégas est réglé. Qui était l'objectif recherché. C'était l'objectif recherché. Mais il se trouve que nous avons, malgré l'existence d'un modèle plus récent, plus efficace, nous avons préféré les vieux modèles. Et même si on devait acheter les LM 6000 de General Electric, le coût en CFA total, ça avoisinait les 7 milliards. Ça veut dire que même si on avait acheté des modèles plus robustes, plus récents, on doit dépenser moins de 10 milliards. Mais le Bénin a décidé de se décaisser, de soulager le trésor public de 45 milliards. À ce niveau, le problème est à quel niveau? C'est la société à qui on a confié le marché? C'est l'État qui n'a pas su veiller au choix? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui est coupable, qui est responsable de tout ça? Vous savez, est-ce que vous vous rappelez que du temps de Yahi Boni, en 10 ans, il a remplacé il a fait à peu près 155 ministres en 10 ans. Au moment où l'actuel président... Vous les avez tous comptés? Il faut compter vous-même. 100? Oui, bien compté. 155 ministres. Oui. Et alors qu'en 10 ans, enfin en 9 ans, celui-ci est à peine à, je crois, tout confondu, il est à moins de 30. Vous savez. Donc c'est une question d'option. Vous savez, lorsqu'un ministre de l'énergie arrive, sa première préoccupation, Maria Glitala, quelle est ma part? Il prend sa part. Personne ne s'est préoccupé de la qualité. Résultat, Maria Glita a fonctionné pendant 5 ans, de 2009 à 2014, ça a été fermé. Vous savez combien de jours ça a réellement tourné? 20 jours. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Voilà. Parce qu'on a voulu de cette émission un peu pédagogique, on vous laisse bien développer pour mieux comprendre, parce que si vous faites des accusations, enfin des affirmations assez conséquentes, et donc on vous laisse développer. Donc, à nos questions de comprendre, est-ce que vous détenez les preuves de tout ce que vous dites là? 20 jours de fonctionnement. Vous savez, je vais vous dire que Yaoundé Janvier ne pense jamais. Si il y a eu, vous m'avez posé la question tout à l'heure à propos des groupes, des 16 groupes, je vous ai dit le nom de l'expert. Maria Glita 1 là, c'est encore là. C'est encore là. Donc, mais sauf que ce n'est pas utilisé. C'est pas utilisé. C'est pas que c'est pas utilisé. C'est Yahi Boni même qui a dû fermer ça en 2014. Parce que impossible de l'exploiter. Et c'est à l'arrivée du président Talon qu'il a décidé de régler le problème autrement. En faisant l'acquisition de nouveaux équipements modernes. Aujourd'hui, le besoin en énergie de notre pays a évolué. Nous avons un besoin énergétique de l'ordre de 350 MW. Et rien que Maria Glita fournit autour de 127 MW. Version Patrice Talon. Oui, bien sûr. Oh non, l'autre, c'est fermé. Maria Glita de version Yahi, c'est enterré déjà. C'est pièce de musée. Donc, de nouveaux équipements modernes que nous avons réussi Ici, quelles sont les options choisies pour Maria Glita versus Patrice Talon? Les équipements, les caractéristiques, les coûts aussi. On veut les savoir. Bon,
Et faire une comparaison. Bon, vous pouvez faire une comparaison, ça ne me gêne pas. Je vous ai dit tout à l'heure que le besoin, le Maria Gleta actuel, ça fournit autour de 127 MW. Si on devrait, pour faire la comparaison, c'est très simple. Je dis, Maria Gleta Yahi, ça a coûté 45 milliards en 2009. Si on demandait à Yahi Boni, en tout cas son gouvernement, de nous fabriquer Maria Gleta capable de fournir 127 mégas, ça aurait coûté combien? Si on fait une petite règle de 3, ça veut dire que avec le taux d'inflation, disons, entre 2009 et 2016, ça tourne autour de 1,51. Bon. Donc, pour fournir 127 MW, si on fait la règle de 3, je crois que ça tournerait autour de 85 millions, de tête comme ça. Eh bien, attention, on doit dépenser 85 milliards, on doit dépenser 85 milliards pour 0 méga de production, c'est clair. Bon. L'inversion talent. Nous produisons aujourd'hui les 127 mégas et à coût normal. Il y a différents tarifs, mais le prix de vente au consommateur actuel, si mes souvenirs sont bons, c'est autour de 120 francs, quelque chose du genre. Ou même moins, je crois. C'est déjà mieux que 350. Et ça, c'est avec... Il y a eu l'inflation aujourd'hui. Puisque on était, avec la CEB qu'on sort, on était à 105 francs. Aujourd'hui, c'est normal que le prix du courant doit être un peu plus élevé. Même si on restait au stade de CEB. Et ça a coûté à l'État béninois autour de 70 milliards. 70 milliards, mais qui produisent du courant. Donc, Maria Gleta 2, donc de Talon, a déjà autour de plus de 43 000 heures de fonctionnement. Donc ça n'a rien à voir avec les 20 jours de Yahi Boni. Alors 43 000 heures, ça va chercher autour de 5 ans de fonctionnement sans rupture, sans interruption. Monsieur le ministre, on va évoluer dans le débat. On vous aura compris sur la question de l'eau et de l'énergie. Nous allons aborder un dossier un peu vieux. Mais bon, puisque ça concerne la République, on peut toujours en parler. Le dossier de l'avion présidentiel au Bénin, c'est l'un de ces gros dossiers qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a connu beaucoup de rebondissements et a suscité de nombreux débats. En guise de rappel des faits, j'ai fouillé un peu. De temps fort d'abord, l'acte posé par l'ancien régime, il s'agit de l'acquisition peu avant la fin du second mandat de Boni Yahi d'un Boeing 737 en Afrique du Sud. Ensuite, le deuxième temps fort, c'est le renoncement de cet acte sous Patrice Talon en Conseil des ministres du 18 mai 2016. Eh bien, les membres du gouvernement, alors fraîchement installés, renoncent purement et simplement à l'acquisition de l'appareil évoquant des problèmes de documents. Monsieur le ministre, quels sont les réels motifs de ce renoncement à l'avion présidentiel acquis par le régime Boni Yahi, qui devrait quand même permettre à notre pays d'avoir un engin qui puisse déplacer quand même dans notre président de la République? Vous savez, histoire de avion présidentiel, bien je dirais plutôt scandale avion présidentiel, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un. Vous vous rappelez, il y a un monsieur qui a pris le coton de la Sonapra pour 14 milliards, 14,6 milliards, qui a vendu et qui a choisi de ne pas payer la Sonapra. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Par la suite, avec l'arrivée du président Yahi Boni,
il y a eu des négociations, des tentatives de négociation. Yaya Iboni à l'époque avait bloqué pour le contraindre à payer. Il se trouve que des décisions de justice ont eu à donner raison au monsieur de 14 Bléa là. Et il y a eu tentative donc de règlement à l'amiable. Le Bénin devait payer au monsieur, au lieu que le monsieur paye, c'est plutôt le Bénin qui doit lui payer en moins de 3 mois de 700 millions une première fois, 722 millions, une troisième fois 722 millions et après 40 millions. Que l'État béninois doit lui payer. Ils étaient nombreux, hein. Il y avait l'agent du Trésor qui a signé, j'ai les documents, etc., etc. Par la suite, l'État n'a pas payé. Et il y a eu une deuxième rencontre en octobre 2008. Cette fois, c'était à Abidjan. En temps, la Libye avait offert un avion au président Kérékou. C'était un Boeing 727. Et comme le président Kérékou a laissé le fameux monsieur là prendre le devant ou signer les documents en faisant son nom. Ce monsieur propose maintenant à l'État béninois de lui vendre en compensation l'avion. L'accord a été signé et il fallait transformer l'avion en avion présidentiel. Le Bénin a dépensé 6 milliards pour réfectionner cet avion. L'avion est venu au Bénin. La suite, quelques semaines plus tard, c'est reparti parce qu'il fallait faire entretien de l'avion. Après les 6 milliards. Et lors d'un vol inaugural, l'avion a même du mal à atterrir à nouveau. Donc on en était là, dans ce dossier ténébreux, lorsque, à la veille du départ de Yaya Iboni, on a découvert qu'il y avait un avion. Alors qu'il partait, il achète un avion pour son successeur. Je crois que vous avez parlé de Boeing 737 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'avion est arrivé lors de la visite. Ça a été fait par le ministre des Transports à l'époque. On a découvert que ça ne répondait à rien du tout. Aucune norme. Même pas des documents techniques qui permettent à un avion de voler. Il n'y en avait pas. Et il était aussi question d'investir à nouveau des milliards pour que cet avion puisse encore fonctionner. C'est là que, pour ne pas rentrer encore dans un autre scandale, le président Yaya Iboni a évité, soigneusement évité. Le président Talon. Le président Talon a soigneusement évité de rentrer dans ça. Qu'est-ce que l'avion est devenu? C'est resté quelques semaines ici, puis c'est reparti. Donc, vous savez, nous, on dirait que nos dirigeants sont spécialisés dans les vieilleries. Nous ne savons pas acheter du neuf. Parce que dans les vieilleries, on se donne l'occasion de surfacturer. Mais il n'y avait personne pour contrôler l'état de santé de ces machines-là. C'est quand même de l'argent public. On avait quand même des experts dans notre pays. On pouvait également en solliciter ailleurs, puisqu'il s'agissait de l'argent du contribuable. Mais il faut poser la question à Yaya Iboni. Il est encore vivant. Il faut lui poser la question. Puisque vous avez fouillé un peu pour comprendre pourquoi on n'a pas voulu savoir. Comment voulez-vous, dans ces dossiers... Bon, je vous donne un autre exemple. Simple. Oui, mais avant, monsieur le coordonnateur, vous avez évoqué un nom sans nommer un personnage en parlant de monsieur dans cette affaire, mais de qui il s'agit? Non. Ceux qui connaissent le Bénin doivent se rappeler de cette histoire-là. Et ce qui est certain, ce monsieur fait partie des poids lourds de l'opposition actuelle.
C'est-à-dire ce pays est formidable. Mais le président Talon a commis une erreur. À son arrivée, il a choisi de ne pas regarder dans le rétroviseur. Dit, j'avance pour développer mon pays. Le fait de rester silencieux sur ces dossiers, ça a amené les anciens, ceux qui ont soulagé les caisses de notre État de milliards là, ils ont le sentiment qu'ils ont maintenant une virginité. Et un peu comme... N'est-ce pas pour ne pas perdre du temps sur des dossiers pour ne pas perdre du temps, voilà. Mais justement, les intéressés se sont trouvés une virginité, exactement comme quand on fait baptême là. On lave la tête, même à un assassin qui a tué pendant 70 ans. Maintenant, il est rené. Il est devenu enfant de Dieu et c'est fini. C'est le sentiment qu'ils ont. Et là, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous voulez remuer tout cela? Non, c'est pas pour remuer, mais il faudrait que les uns et les autres comprennent que le silence du président Patrice Talon ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, ne signifie pas... Et les crimes économiques sont imprescriptibles. Justement, mais il faudrait que, avant de s'attaquer à la gouvernance Talon, que les gens aillent fouiller dans leur propre ce sont des dossiers dont nous avons connaissance, mais avec très peu d'éléments. Avec vous, on en sait maintenant un peu plus. Mais la question que se posent les Béninois, et justement, en période électorale, on a promis aux Béninois de faire en sorte que ces dossiers soient instruits du côté de la justice pour que les responsables et les coupables soient sanctionnés. Mais nous attendons toujours. Heureusement que l'affaire d'Anivo a repris, parce que ça faisait aussi partie des affaires pour lesquelles les Béninois ont longtemps demandé que la justice se soit faite. Vous savez, les crimes économiques sont imprescriptibles. Et à tout moment, ceux-là n'ont qu'à comprendre que... De toute façon, une autre fois, je reviendrai. Bien sûr, parce pour que nous parler plus en détail d'autres dossiers. Évidemment, si on ne me fait pas d'un niveau, ou la dame ministre qui a disparu. Non, on va pas sur le point encore de donner notre exemple, monsieur le ministre. Mais si je suis encore vivant, je reviendrai pour vous donner encore plus de détails. Vous savez, je disais tantôt que nous avons l'art d'acheter les vieilleries. Ça me rappelle encore l'achat de locomotives, de 6 locomotives. Et vous savez, on veut, disons, renouveler les rails, permettre le transport. Mais qu'est-ce que le président Yahiboni a fait en 2009? Il est parti acheter de vieilles locomotives datant des années 50. On peut monnayer locomotive pour les téléspectateurs. Quand vous parlez de locomotive, vous parlez de quoi? Ce qui entraîne les wagons. Ok. Pour le CBN. Les trains. Les trains. Pour être plus... Voilà. Donc, le Bénin a fait un prêt de l'ordre de 7 milliards auprès de Exim Bank en Inde. Et sur les 7 milliards, on avait réservé 5,125 milliards pour acheter donc les 6 locomotives. Les 6 locomotives n'ont jamais fonctionné. D'abord... Mais pourtant, ça a été acheté. Ça a été acheté, bien sûr. On a décaissé de l'argent. Mais bien sûr, je vous le dis. Ça a été acheté. Ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que, d'abord, des trains vieux de 1900 petits là-bas, vous voulez trouver les pièces où? Les pièces de rechange où? Au moment où l'écartement des rails au Bénin, ça a été fait du temps des indépendants, c'était de 90 cm. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les pays développés, c'est des écartements de près de 1,50 m. 1,4 m et quelques. Mais en 2009, le Bénin de Yahiboni a choisi d'aller acheter des locomotives qui n'existent plus nulle part. Comment voulez-vous comprendre cette gouvernance et ne pas parler? Mais pourquoi vous voulez me demander encore si j'ai les preuves? Les preuves, c'est que les locomotives... justement, puisque nous sommes obligés de vous les demander. Mais les locomotives sont là. Vous êtes sur plateau de télé. Alors pourquoi faites-vous une fixation sur Yahiboni? Peut-être que lui-même n'en savait rien. Il avait un gouvernement, il avait des ministres, il donnait des orientations. Vous voulez me dire que demain, là, nous allons dire que ce que la gouvernance Talon fait aujourd'hui, que Talon n'en sait rien? Si on y découvre peut-être
quelques failles. Oui, si on découvre des failles, on dira c'est talon. Est-ce que c'était pas la mauvaise foi des cadres qui entouraient Boni Yayi? Parce que quand vous dites que c'est vrai, c'est lui seul que le peuple a élu, lui il a nommé des ministres et tout, mais est-ce qu'il n'y avait pas une mauvaise foi? Lorsque vous êtes président de la République, président de la République, et que vous êtes beaucoup plus préoccupé par votre moi, mais vous laissez les gens faire n'importe quoi. Lorsque tout le temps, c'est comment faire pour faire le beau. Je me rappelle, j'ai une tante vers Vossa, j'ai allé la voir, je lui ai rendu visite, et on venait de lui livrer un chapeau là. Ça faisait au moins 1 mètre de diamètre. C'était couleur verte. Attentif, l'autre, c'est quoi? Dit oui. On s'en va voir le président. Quand il dit je vous aime, vous êtes belle là, franchement. Mais j'ai dit, mais tes enfants sont à la maison. Ça ne te préoccupe pas? Et c'est Saro, vert de 1 mètre de diamètre qui te préoccupe. Un président peut exprimer ses sentiments à ses populations. Oui, mais il ne faisait que ça. Mais il n'existe qu'à la télé. Oui. On le voit tout le temps. Mais les gens, le pays, c'était laissé à volo. Monsieur le coordinateur, ça fait plusieurs années qui l'ont entouré à nouveau pour dire il faut changer le pays. Ça fait plusieurs années que vous avez mené des investigations, des enquêtes sur l'ensemble de ces dossiers, avion présidentiel, locomotive. J'ajouterai peut-être aussi le dossier Sensad, puisque c'est aussi sur la liste des dossiers pour lesquels les Béninois s'interrogent. À quand on doit rendre justice? Vous avez connaissance de ce dossier aussi? Vous savez, je ne fais pas des personnes qui ont fait écho de l'affaire Sensad pour que ça devienne une affaire. L'affaire Sensad, en réalité, c'était lors du 10e sommet donc de la Sensad qui devait avoir lieu à Cotonou. C'est encore en 2009 ou c'est bien avant? Non, Sensad c'est 2008, où abriter les étrangers. C'est comme ça que le gouvernement Yayi a décidé donc de construire des maisons. Et pour ce faire, il a offert pratiquement, je dirais, les terres à ceux qui voulaient acheter. Et ces derniers ont acheté le terrain à 1875 francs le mètre carré. Alors que si je prends le cas de Laïko, en bordure de mer, pour son hôtel, lui, il avait acheté autour de 5 hectares à 5 milliards. Ça veut dire que le mètre carré, lui, il a acheté à autour de 100 000 francs CFA à l'époque. Mais Yayi Boni a trouvé que 100 000 francs, c'est trop peu. Et qu'il fallait vendre le mètre carré en bordure de mer à 1875 francs. Alors que lorsque vous achetez, même dans les zones marécageuses, une parcelle de 400 mètres carrés, c'est pas moins de 8 millions. Donc le mètre carré, même à l'intérieur du Bénin, dans des bas-fonds, c'est autour de 25-30 000. Mais Yayi Boni a préféré céder ça à 1875. Et c'est pas tout. Il donne des exonérations de douane. Donne des exonérations de douane à tout le monde. Donc, quand les conteneurs viennent, et c'est écrit Sensad, on ne regarde même pas, ça sort. Du coup, les hommes d'affaires ont importé qui du fer, qui du cible, ils ont importé pour pratiquement 10 millions, 10 ans de matériaux. Au-delà de ça, ce que je l'avais dit une fois ici, à cause du Sensad, on a acheté des gants à 90 000 francs CFA, des gants. Nous avons acheté des imperméables. Vous parlez de quels gants? Gants qu'on achète à Misebo. Ah, d'accord. Et on a acheté des imperméables à plus de 120 000 francs. Au total, nous avons soulagé le trésor public de 70 milliards. C'était de l'affaire Sensad, c'est exactement comme la caverne d'Ali Baba. Vous dites, nous avons soulagé le trésor public de 70 milliards, de 45 milliards. Est-ce une ironie? Non.
Non, c'est là, il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu... Alors là, c'est parce qu'on est sur un placé. Ce dossier-là, moi seul, je peux vous sortir, si vous voulez, je peux venir, vous allez, même tout à l'heure, hein, vous allez filmer et montrer aux téléspectateurs. Ce dossier, ça fait 1 mètre de haut. Ah oui? Mais, oui. Ce sont 10 milliards qui chacun prenait seulement. Exactement comme qu'avait d'Ali Baba. Les gens ont vidé le trésor public dans cette affaire. Malheureusement, ce dossier, pour l'instant, on n'en parle pas, mais il faudrait bien en parler. Que ceux qui ont bouffé dedans, qui puissent justifier. J'ai écouté un responsable de l'opposition qui estime qui se surprend de voir que des dossiers qui existaient depuis longtemps, qu'on les sorte à la veille des élections. Il se demandait, mais pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à celui-là? Je vous ai dit tout à l'heure que si le président Patrice Talon avait abordé ces dossiers-là à son arrivée au pouvoir, on aurait dit que c'est de la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Le monsieur s'occupe de son job. Mais il faut bien en parler un jour. Si on n'en avait pas parlé, même vous, journalistes, vous serez les premiers à dire, mais au nom de quoi Talon, Danilo n'est pas un citoyen. Dans ce dossier, selon vous, est-ce qu'il y a des implications politiques? Puisqu'à l'époque, on se rappelle que l'affaire avait pris une dimension politique, il y avait des accusations impliquant des personnalités publiques, il y a eu assez de débats. Qu'est-ce que les politiques viennent chercher dans un tel dossier? Vous savez, moi je ne vois pas en quoi on peut qualifier... parler de l'affaire d'Anivore de politique. Il faut bien qu'on fasse une enquête. Et au cours de l'enquête, si des noms d'hommes politiques en sortaient, mais il y a des gens qui, eux, ne doivent pas, leur nom, ils sont dieux. Si ça se révèle qu'il n'y a rien... Si on cite Yahweh aujourd'hui, il va se présenter. Mais je vais me présenter, bien sûr, et justifier, et puis dire ce que je sais de l'affaire. Ça, c'est pour le cas d'Anivore. Et l'affaire Sensat, il y a des politiques aussi dedans? Oh, vous savez. Votre réponse en dit long. C'est comme ce qui est attriste parfois, c'est que qui ont eu à commettre, disons, des maladresses, pour être doux, ceux-là se trouvent encore au front pour critiquer ceux qui font les fonds. Aucune œuvre n'est pas faite. On peut critiquer, on peut trouver... Mais il faut laisser. Si moi j'étais à leur place, je me rangerais. Mais dans le dossier, c'est ça de Yaïboni s'est défendu une fois en disant sa bonne foi et sa bonne volonté de faire la lumière. Il y a eu des commissions d'enquête, il a même déchargé son ministre de l'économie et des finances à l'époque et tout ça. Oui, Lawani. Mais Lawani a parlé après. Lawani a écrit son mémorandum. Je sais, ça doit être certainement disponible sur les réseaux sociaux. Il faut rechercher pour aller lire ce que Lawani a écrit. Lawani a tout dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le coup de cession, c'est Lawani qui avait dit ça. J'avais enregistré dans ma mémoire. Donc, c'est pas bien. Ce qui s'est passé, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut bien. Moi, je ne suis pas le président Talon, mais je l'encouragerais à, même si ce n'est pas pour emprisonner des gens, quand même à remettre à flot ces dossiers-là pour que... À les réchauffer un peu. Il faut les réchauffer. Alors, nous avons encore 3 minutes. Je précise pour conclure cette émission, en évoquant tous ces faits-là, ces gros dossiers, qu'est-ce que vous recherchez dans le rang des populations? Vous savez, j'avais écrit dans l'un de mes livres, je crois, Crépuscule d'un dictateur, il y a 23 ans. J'avais écrit qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire
est un peuple amblyope. Et un peuple qui perd sa mémoire est un peuple aveugle qui finit par la faire bégayer avec les mêmes errements. Si nous n'avons pas le courage de regarder notre passé au quotidien, de nous remémorer de nos erreurs passées, nous allons continuer par faire bégayer l'histoire. Et moi, j'estime que le chemin parcouru par la gouvernance Talon en 8 ans, en 9 ans aujourd'hui, lorsqu'on compare ce chemin à ce qui a été fait pendant 56 ans, je dis, nous avons fait du chemin. Et parce que le peuple béninois n'entend plus « je vous aime, vous êtes belle », là, Talon ne fait pas bien. Je vais le dire pendant longtemps encore. Si nous commettons l'erreur de redonner le pouvoir à ce réseau de Yahi Boni, tout ce qui est fait va être détruit. C'est pas un réseau, parce ce sont des personnalités. Ils ne savent pas, ce réseau à majorité n'a que des prédateurs. Monsieur le ministre, c'est péjoratif, non? Ce réseau. Vous parlez des personnalités politiques qui ont une opinion à défendre, qui voient autrement les choses que vous, oui, qui ont quand même leur place dans la République. Nous n'avons pas la même manière de voir notre pays, de voir les intérêts de notre pays. Nous n'avons pas les mêmes manières de voir le développement de notre pays. Vous dites, vous savez, lorsqu'on attrape un voleur, on l'a attrapé, on l'a ligoté, et on veut le tirer au sol et dit, moi, j'aime pas qu'on me tire au sol. Si je ne veux pas qu'on te tire au sol, ne vole pas. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Janvier Yawedeo, nous avons passé ensemble 1 heure d'échange. Il est le coordonnateur des ministres conseillers auprès du président de la République. Nous avons parlé eau, énergie, nous avons parlé beaucoup d'autres dossiers, Sensad, nous avons parlé dossier avion présidentiel, locomotive. On a parlé un peu de tout ce dimanche matin. Merci, monsieur le ministre coordonnateur. À très bientôt pour d'autres échanges. Ce sera avec plaisir. Éric Guédelon, merci. Merci à vous, Franck. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. On se reprend dimanche prochain à la même heure sur le même canal.